Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société et pour ce faire, bien sûr, je suis avec la très malade Alex. Bonjour. Non, oui, et en plus, tu sais que je savais que tu allais dire ça. Ah ouais, mais bonjour quand même, tout va bien. Je ne demande pas ça comment me tu vas, s'entendra du coup. peut-être. Alex, c'est la première émission que nous faisons depuis le retour du Fige. Nos vacances sont terminées. Ça y C'est est, le retour. C'est le retour aux émissions avec un certain plaisir pour ma part, je dois le confesser. Et nous ne sommes pas seuls pour cette première émission. Nous avons le plaisir, le bonheur, le privilège de recevoir t'es quoi, t'es le président de cette messe? Non, je suis juste la matière grise. La matière grise. La tête pensante, la main derrière le trône. T'as pas un statut légal dedans, quoi? Bah, j'ai envie de dire... associé. Enlève-moi de l'émission, enlève-moi de l'entreprise et tu verras ce qu'il en reste, quoi. Ah d'accord, ok. Vous avez entendu Michael Chess dans la société 7 Messes qui fait du jeu de rôle et qui vient nous présenter son proto qui s'appelle Dictate. Alors le Défaussé, ça va se passer en 3 parties. Dans une première partie, Mika va nous présenter son jeu Dictate, qui va sortir en financement participatif dans peu de temps, ou qui le sera peut-être au moment où l'émission est sortie. J'ai un doute sur la temporalité, là tout de suite au moment où je dis. Ce sera en caisse. Ce sera en caisse. Ouais. Dans une seconde partie, vous allez nous entendre jouer, et dans une troisième partie, bien sûr, nous viendrons débriefer de tout cela. Mais avant tout, Mika, c'est la première fois que nous te recevons, avec un certain plaisir, je l'ai déjà dit, dans cette émission. Du coup, nous avons une petite question rituelle à laquelle tu vas répondre avant de commencer l'émission, qui est: quel type de joueur es-tu ? Cette question est complètement ouverte, donc tu as le droit de répondre à peu près comme tu veux, en un temps assez court, puisqu'il ne faut pas non plus déconner. Je vais faire très simple, je suis le flambeau. C'est-à-dire que je suis très mauvais, mais j'adore présenter des jeux et essayer de donner le goût à des gens de jouer. Et après, je me fais ramasser en général, parce que j'aime bien lire des règles, j'aime bien assimiler des règles, j'aime bien expliquer des règles. J'aime bien l'ambiance d'une table de jeu, et après par contre en termes de compétition pure et d'expérience ludique, je suis nul. Alors nul, on va pas commencer à s'emballer tout de suite, mais j'ai envie de dire que c'est presque pas ce qui m'intéresse. Ah ouais. Ouais. D'accord. Okay. Alors sur Dictate, on a essayé quand même de faire carré quand même, mais ouais, ça c'est mon ressenti perso. D'accord. En vrai, ça te choque? Non, je m'attendais pas à cette réponse. Je savais pas à quoi je m'attendais en fait. Mais on veut tous un flambeau, un ou une flambeau. Je dis un flambeau. Non, mais quelqu'un qui lit les règles, qui te les explique, en vrai, oui, clairement, c'est le petit kiff. Je veux dire, c'est validé. Merci. Donc, parle-nous de Dictate. Quel type de jeu c'est et comment on y joue? Bon, déjà, Dictate, c'est un jeu de plateau dans un univers. C'est un jeu de plateau qui se déroule, qui prend pour cadre, plus exactement, l'univers de Nock, qui est le jeu de rôle que nous avons sorti aux éditions de 7 Messes, qui est un jeu horrifique, dystopique, qui se passe dans un environnement un peu chelou. La Terre s'est faite manger par un artefact et une administration totalitaire s'est installée et a pris le contrôle de la Terre. Alors, il n'y a pas du tout besoin de connaître Nock pour pouvoir jouer à Dictate, mais ça pose un peu les grandes lignes de l'ambiance et des thèmes qu'on a essayé de mettre en avant dans le jeu. Okay. Donc c'est un jeu où chaque joueur prend les rênes de l'une des factions fortes de l'univers de Nock, qui est donc caractérisée par une administration composée de ministères. Donc on peut incarner des individus issus de ces ministères qui ont tous une imagerie forte, entre le ministère de la science bizarre et nouvelle, entre le ministère de l'harmonie qui est le nouveau culte dédié à la machine qui a mangé la Terre, entre la coordination qui est une sorte d'administration centrale aveugle et froide, police secrète qui est une sorte de Gestapo de temps dystopique et occulte, etc. Donc les joueurs prennent les rênes de factions dans un univers. Et on peut aussi incarner la résistance, on peut aussi incarner le syndicat, qui est une sorte de force un peu humaniste qui essaie de remettre un peu du lien entre tous les gens qui sont baladés dans cet univers-là.
Et le but de toutes ces factions, c'est de prendre le contrôle de la ville de Prague. Parce que ça se passe, le contexte de Nok, en fait, c'est la République tchèque, c'est la Bohème. Et Prague est le cœur du jeu. Concrètement, une ville à conquérir, et on y joue des factions très asymétriques. Le principe de base du jeu, c'est que chaque joueur reçoit au début de chaque tour les forces qui composent sa faction, donc des pions agents, qui sont des émissaires, qui sont capables de tenir des secteurs et de représenter en gros le joueur sur le terrain, des gardes qui vont assurer la sécurité de ces émissaires, des agents, des citoyens qui sont un peu le personnel de base de la faction, des espions, des assassins, et donc il y a une sorte de mélange entre un jeu de placement et un jeu de majorité, puisque le but c'est de composer des piles de tous ces pions agents parmi la force que chaque joueur reçoit au début, et de les envoyer dans les différents quartiers de la ville, où des opportunités, des cartes en gros, ont été tirées au début de chaque tour et représentent ce qu'il y a à gagner dans le quartier. Le but donc des joueurs est d'essayer de prendre le contrôle de ces cartes, de prendre le contrôle de ces quartiers, ce qui va leur apporter des points de victoire, qui va leur apporter des ressources et aussi de nouvelles capacités, de nouvelles options de jeu. Donc il y a un jeu d'engine building, il y a de développement en fonction de ce que tu as acquis, en fonction de la faction que tu joues, donc très asymétrique. Il y a aussi des capacités qui peuvent se débloquer, que tu peux débloquer au fur et à mesure de la partie, avec différentes voies de développement pour chaque faction. Et avec les événements de jeu qui peuvent aussi d'ailleurs être magnifiés ou amplifiés, disons, par l'utilisation d'une force qui s'appelle les autres, qui est en gros le plateau de jeu qui se réveille lui-même et qui représente donc les forces extraterrestres qui essaient d'envahir la Terre. La rejouabilité du jeu est aussi aiguisée par la présence d'une faction qui est une faction optionnelle, mais qui peut être mise en jeu, qui est les autres, qui est une force extraterrestre. C'est les choses qui hantent l'artefact qui est venu engloutir la Terre, et ces autres composent une faction autonome jouée par le plateau et qui essaye de gagner la partie, et donc de faire perdre tous les joueurs. Okay. Donc la combo entre jeu de placement, engine building, rejouabilité importante et surtout ambiance, parce que Dictat, une des particularités, c'est que tout s'échange, tout se négocie, tout se discute, tout se promet et tout se trahit. Okay. Toutes les ressources du jeu peuvent être objets et même des actions du jeu peuvent être objets de tractation. On peut respecter sa parole ou pas. Si on le fait pas, on assumera ses conséquences. Et donc certains joueurs peuvent décider de partir sur l'orientation de devenir le spécialiste à la table de l'une des actions du jeu, par exemple l'espion, le maître espion de la table, l'assassin de la table, le banquier de la table, etc. Mais tout ça va naturellement apparaître à la table sans qu'il y ait un peu de gameplay le gameplay conduit à ces solutions-là. Donc il n'y a pas de mécanique de jeu qui lead le fait de pouvoir négocier ou trahir. Dans le sens, il y a des mécaniques de jeu où quand tu dis quand quelque chose a été promis à table, si elle n'est pas tenue, il se passe quelque chose. Là, c'est pas le cas. Il y a la possibilité de faire promettre sur l'artefact qu'on respectera sa parole. Donc si tu arrives à faire promettre à quelqu'un qui va tenir sa parole sur l'artefact, s'il le fait pas, il perd des points de victoire. Okay. Sinon, donc, une mécanique qui est liée à ça, ce que je voulais savoir. Il y a une mécanique, effectivement, on peut en arriver jusque là. Après, est-ce que tu vas accepter de jouer sur l'artefact ? Ça veut pas dire que tu mentes, ça veut pas dire que tu dises la vérité, mais ça fait partie des leviers du jeu. Il y a au moins une mécanique de jeu qui colle un truc. Alors moi j'ai plein de questions là. Vas-y, j'imagine. J'allais essayer de résumer, mais vas-y. Alors du coup, quand on va poser des personnages qui vont aller sur les différents quartiers, est-ce que ces personnages, choisir un personnage par rapport à un autre, est-ce que ça a une implication ? Est-ce qu'il y a des pouvoirs liés à ces persos ? Absolument. Donc en fait, on a une base au début de chaque tour qui représente. Donc on a par défaut 9 agents au début de chaque tour. 3 citoyens, 3 gardes et 3 émissaires. En fonction de ta faction, en fonction de ce que tu as pu gagner dans les tours précédents, tu vas pouvoir avoir des forces supplémentaires au début de chaque tour. Tu as ces agents, ces pions-là, tu les as derrière ton écran. Quand tu envoies quelqu'un sur le plateau, en fait, tu envoies une pile de pions face cachée. Donc les gens ne savent pas ce que tu as mis dans les piles que tu envoies. Et à la fin du tour, on va révéler le contenu des piles, et c'est le joueur qui dispose du plus grand nombre d'émissaires dans un secteur qui va remporter ou qui va avoir l'initiative en fait sur la récupération des trophées qui peuvent être présents pour ce quartier. Donc ça peut être des cartes, chaque quartier a un pouvoir spécial que tu peux glaner.
Et des joueurs peuvent débloquer d'autres options de trophées en fonction de leur faction. En tout cas, à la fin du tour, seuls les émissaires vont compter. Mais avant la fin du tour, les assassinats vont être, par exemple, vont consister par exemple à retirer un jeton d'un adversaire. Et là, tu le retournes, tu sais pas ce que tu retournes si tu n'as pas espionné avant. Donc l'action d'espionnage va te servir à repérer un peu ce que tu as assassiné avant de le faire, mais ça te coûte des actions, tout ça. Si tu assassines un émissaire, tant mieux pour toi, tu gagnes en plus du pouvoir parce que tu fais régner la terreur sur Prague. Par contre, si tu tombes sur un garde en le retournant, ben là, c'est ton assassin se fait capturer et c'est toi qui dois donner de l'argent à la personne à qui tu as essayé d'assassiner. Okay. Donc, c'est en ça qu'il y a une sorte de mélange de bluff et de jeu de majorité parce qu'on ne sait pas vraiment ce que tu as posé sur le quartier. Et il y a plein de leviers pour essayer de le savoir, mais tout coûte du temps en fait, tout coûte des actions. Ok. J'avais une autre question par rapport aux quartiers. Les quartiers, tu as dit qu'on pouvait gagner des choses par rapport aux quartiers, en tout cas qu'il allait se passer des événements sur ces quartiers-là. Est-ce que c'est des événements qui sont, qui sont tout le temps là ? C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, à l'endroit A, vous gagnez 2 espions de plus. Est-ce que c'est que à partir du moment où tu as eu précédemment le contrôle de cet endroit que tu peux avoir ça, ou alors c'est à la première manche on peut gagner ça, on le récupère et c'est... Alors, les deux mon capitaine, le principe de base c'est qu'il y a donc un paquet de cartes opportunités. Au début de chaque tour, on met en jeu 2 ou 3 cartes opportunités. Donc les cartes opportunités sont toutes liées à un quartier, elles rapportent quelque chose. Donc il y a pour chaque quartier, donc il y a 4 cartes opportunités de base. En fonction du succès du financement participatif, on a 72 cartes opportunités qui sont déjà prêtes, donc il pourrait y avoir plus d'options. Donc à chaque tour vont apparaître des nouvelles cartes opportunités qui ciblent des quartiers différents et qui rapportent des choses différentes. Il y a des grands thèmes par quartier. Dans la nouvelle ville de Prague, tu vas pas avoir la même chose que dans les faubourgs. Tu vas pas pouvoir gagner le même type de ressources, mais dans le détail de ces ressources, toutes les cartes vont être différentes. Pour autant, dans chaque quartier de base, chaque quartier en fait a un pouvoir de base. En gros, c'est un peu comme si tu avais une carte par défaut sur chaque quartier qui est moins puissante que les autres, mais qui te permet d'alimenter une stratégie, une tendance. Par exemple, si tu joues la garde noire, qui est l'armée de cet univers-là, aller conquérir très rapidement la forteresse va te permettre de gagner des gardes supplémentaires, et les gardes te servent particulièrement parce que, comme je l'expliquais, les factions sont asymétriques, elles ont des capacités spéciales, elles débloquent pendant la partie elles ont un pouvoir de base, elles débloquent pendant la partie de nouvelles capacités. Et par exemple, la garde noire, sa capacité, c'est lorsqu'elle arrive en force avec beaucoup de gardes, quand elle révèle beaucoup de gardes dans un même quartier, elle peut y poser un blocos. C'est un pion qu'elle pose, et les blocos par défaut permettent d'espionner beaucoup plus fort, et en développant les capacités de faction, ça va te permettre d'assassiner beaucoup plus fort, ça va te permettre de défendre tes pions plus fort, etc. Donc aller chercher la forteresse dès le départ, c'est l'une des voies offertes qui est cohérente pour la garde noire, puisque ça va y permettre de poser plus rapidement des blocos et donc de déployer son jeu. Mais tu peux faire l'impasse et partir sur l'une des autres orientations de la garde noire, par exemple, et favoriser l'espionnage ou l'assassinat, qui sont aussi des voies qui sont tracées un peu pré-pavées en gros pour la garde noire. Ok, bon, j'ai d'autres questions, mais je pense que ça va se résoudre au fur et à mesure de la partie. On reviendra en troisième partie éventuellement. Est-ce que tu peux nous faire ce qu'on appelle une fiche du jeu, auteur, temps de jeu, alors édition, on sait 7 messe édition, j'imagine, rapidement quand même. Alors l'auteur, c'est un projet que je travaille, sur lequel je travaille depuis une quinzaine d'années en solo, et ensuite on s'y est collé avec 7 messes avec l'équipe de 7 messes. Depuis 2 ans, on travaille plutôt sur ça et sur NOC. En termes de temps donc pour citer Mathieu, Jocelyn, Cédric, Halloween, j'en oublierai sûrement. Mais, nombre de joueurs, temps de partie ? Alors, nombre de joueurs, 2 à 5. Okay. Ça se joue à 2. On perd à 2 joueurs l'aspect négociation. Sauf quand on intègre la faction autonome des autres. À ce moment-là, l'obligation de temps en temps faire coalition pour repousser les autres qui envahissent Prague apparaît, et donc il y a une phase de négociation qui apparaît, mais elle est moins présente. Mais c'est un jeu qui devient plus calculatoire et qui fonctionne à 2 joueurs et jusqu'à 5 joueurs. Et le temps de jeu, donc, c'est 1h30, on va dire 1h45, voilà.
et quel que soit le nombre de joueurs, parce que le nombre de tours et le nombre d'actions par tour est ajusté en fonction du nombre de joueurs. Ok. Donc la durée de partie est assez invariable. Voilà. On a à peu près le même nombre d'actions réalisées dans une partie à 5 joueurs et 2 joueurs. C'est juste que c'est pas les mêmes joueurs qui les font, quoi. Ok, d'accord. Ça marche. Ok, On est parti. let's go. En plus, c'est pas possible vu que t'as viré un citoyen. Hein? Non, j'ai un citoyen de plus, moi, au début du tour. Je gagne un suite. Donc ça, il y aura 5. Du coup, il faut faire un de plus. Ce qui veut dire qu'il faut faire descendre un de sa pile pour éviter qu'il ait un émissaire gratuit. Viens taper le garde. Ce qui veut dire qu'il a dû mettre 3 gardes minimum. Et 3 citoyens. Sûr que tu viens de taper dedans. Donc, écoute, je te laisse pour un... Enfin, en fait, j'exige, excusez-moi, d'avoir un PP. Non, j'ai été bête, je voulais juste te faire chier, et puis ouais, j'ai été bête. Excusez-moi, bah, vous pouvez résoudre tout seul où on est tout seul, là. Après, là, c'est à la fin, c'est une manœuvre spéciale. Le joueur pose un pion au sommet de l'une de ses piles posées sur le plateau. Quand tu assassines ou quand tu espionnes un truc de plus ou tu assassines un truc de plus. De toute façon, il a juré, donc il a dit dès que je peux. Je peux vous dire que la prochaine fois qu'il y a des sous qui rentrent, Ah, bah, oui. J'espionne. Et on est de retour dans le défaussé après 1h12 de dictat en compagnie de Michael pour une partie test sur un proto-test du jeu. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé du jeu et quel est ton avis? Dictat. Eh bien, alors déjà j'apprécie grandement le fait que ce soit rejouable, j'ai envie de dire infini, c'est pas du tout le mot, mais que ce soit vraiment rejouable dans le sens où là on vient d'essayer tous un personnage, bon vous avez déjà joué donc voilà, mais moi là je suis persuadé qu'en jouant une autre faction, le gameplay va être vraiment très différent, ce qui est le propre des jeux asymétriques, hein, mais ça donne quand même ce qui va permettre de donner cette envie directement de rejouer et pour essayer tout simplement d'autres factions. Ça c'est très appréciable et contrairement par exemple à un Root, que j'aime d'amour un Root, mais contrairement à un Root, là on n'a pas besoin quand même enfin il faut pas un effort de fou pour essayer de comprendre ce que font les autres factions sur le terrain et pour essayer de comprendre comment et comment les contrer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. J'aurais dû commencer par ce sur quoi j'ai des doutes. Et ce sur quoi j'ai des doutes, ça va être les avantages d'aller sur les quartiers quand on n'a pas de... Comment dire d'alliance à faire. Ouais, d'alliance à faire. Parce qu'il y a plein d'endroits, du coup, où j'avais pas vraiment envie d'aller, puisque mon alliance, elle est sortie assez tard dans la partie, genre vraiment, littéralement, sur les 2 dernières manches, je crois. Et j'avais pas plus envie que ça d'aller dessus, si ce n'est pour vous embêter et pour essayer de me faire... Parce que moi mais aussi parce que j'avais une faction qui appelait ça, dans le sens où si vous me dégommiez un garde, j'avais des points ok, mais aussi je pouvais vous racketter. C'était trop ma faction. Oui. C'était obligé que je prenne cette faction, ça. Je pouvais vous racketter si j'avais un politicien à un endroit et que ça pouvait vous... Enfin, que du coup... ça vous empêchait de faire vos trucs. Donc ça, c'était les raisons pour lesquelles j'allais sur les districts. Là où j'allais pas du tout pour gagner, au final, les possibilités de pouvoir. À tel point que ça m'a joué des tours à un moment où j'aurais pu gagner un truc juste trop bien et que j'étais là, bah non, je te raquette. Et j'ai préféré racketter Zéphiriel plutôt que prendre des trucs. Je l'ai regretté pendant tout le reste de la partie, mais c'est pas grave, on apprend. Et du coup, voilà, ça c'est un petit peu peut-être mon bémol sur... pourquoi aller sur quelque part si à partir du moment où on a pillé exactement ce qu'on voulait, bah c'est vrai que j'allais pas y retourner s'il n'y avait pas d'alliance à faire. Mais outre ça, du coup, comme je le disais, la rejouabilité géniale. Je savais pas encore première partie, j'avais pas compris la dimension des trocs et des possibilités de trahison, de nanana et tout. Et ça, franchement, c'est fort. Zéphiriel l'a fait à plusieurs moments dans la partie. Là où dans un jeu classique, on se dirait, classique, dans un jeu où c'est pas écrit dans les règles qu'on peut le faire, on se dirait est-ce que c'est de la triche si on fait ça? Non mais il fait ça, a l'avantage, et là vraiment on part au fight en mode bah non, t'as pas le droit de faire ça. Là en fait c'est juste écrit dans les règles, on peut le faire. Et Zéphiriel l'a fait à un moment en disant très justement, même si je râlais, bah non, en même temps si quelqu'un est en train de gagner, on va forcément essayer de le contrer d'une manière ou d'une autre, que ce soit même contre de l'argent ou contre rien du tout. C'est juste pour s'entraider à un moment donné, parce que à ce moment-là ça peut nous aider.
Donc rien que en fait ça donne du sel au jeu et vraiment je crois que c'est une dimension du jeu que je retiens le plus et que j'ai vraiment apprécié. J'ai adoré aussi la dimension bluff, mine de rien, la dimension de bluff sur les petits gardes qui peuvent faire des coups fourrés. Mais j'ai vraiment hâte de voir les autres factions, ne serait-ce que pour les autres qu'on n'a pas vu mais qui sont très présents sur l'aide de jeu. Et que du coup j'adorerais voir comment ils interagissent et comment ça combine avec tout ce qui peut être déjà en place. Et s'il y a une autre faction qui m'a bien donné envie là pendant cette partie, c'est celle de Michael qui était un petit peu en mode écoutez, agent double, je distribue, tout va bien. Voilà. Là où celle de Zéphiriel, si je devais comparer à Route, c'était les brioches un peu, je sais plus leur nom officiel. Les brioches ? Oui, tu sais, les souris là, ceux qui se reproduisent Robin de des Bois fou. Hein ? Ah non, les chats Non. qui Je se crois que c'est des reproduisent. souris ou je sais plus quoi. Ouais, on a fait tout Route. Et tu sais, c'est des genre les révolutionnaires ou je sais pas quoi et tout. Et Ah justement, mais c'est pas Robin des Bois, les trucs qui font, Je sais plus. tu déposes des trucs un peu partout et un tu peu te fais péter un partout et moment. tout, et tu essayes de les convertir au culte ou je sais plus quoi. Ah non, et- c'est les serpents. Les Je serpents sais qui plus, font bon, le culte, ouais, d'accord. ok. Bref, du coup, c'était un peu ça, et je pense que ça peut bien te péter la figure à un moment ou à un autre. Et du coup, ta faction, elle me faisait un peu plus peur, même si au final, elle m'alimentait pas mal en points de pouvoir, ce qui était cool. Merci beaucoup, Zéphirien. Je t'en prie, plaisir. Donc voilà, ça c'est mon avis après une première partie de Dictat. Et ça appelle à rejouer, je pense, clairement. Zéphiriel, c'est ta combienième partie de Dictat ? Troisième. Une troisième, dont une première sur un proto où on était à 2 joueurs de mémoire. Donc deuxième officiel réel sur le jeu, un jeu un peu plus final. Et t'avais jamais joué à la faction que tu viens de jouer ? Le syndicat, j'avais joué la première fois, enfin sur la dernière partie que j'avais faite. Et Ça n'a rien à voir à cette époque-là. me semble-t-il que c'était un peu différent. Et j'avais un peu en tête cet effet de t'as beaucoup de jetons et tu peux aller te poser un peu n'importe où facilement. Et là, j'avais retrouvé plus du tout cette mécanique de putain, j'ai du mal à prendre position en fait, alors que c'est un peu bizarre. Et du coup, j'ai un peu frustré je comprends pas comment je devrais dû jouer ma faction pour la rendre bien, entre guillemets. Parce que du coup, quand je voyais les votes, j'étais en mode putain, mais en fait, tout ce que je fais ne sert à rien à part aider les autres. Et vraiment, je ne retire pas de bonus de ça. Donc j'ai dû... en fait, la seule carte qui aurait pu m'aider, c'était la carte à la fin. Mais du coup, j'avais plus assez de thunes pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc c'était un peu chelou. Et tu pouvais pas la mettre dès le début, celle-là ? En je veux fait, dire, ça a amené le- ça me donnait pas assez de thunes parce qu'il me faut la carte qui me Ah ouais. permet d'amener de la thune en défaussant les citoyens pour avoir de la thune. Donc il faut déjà celle-là. Et ensuite, l'autre, elle me permet éventuellement d'aller choper des jetons chez les autres, dans les piles de jetons qu'on essaie de prendre position sur la carte, et de les mettre chez moi. Mais du coup, ça me demandait encore plus de thunes, donc j'arrivais pas à trouver la combo de dire attends, mais comment je récupère Comment je de récupère la la thune thune, ouais, toi, ok. Et comme je me faisais racketter à chaque tour, j'avais plus de thunes. Dans l'idée, c'était un peu ça. Sur le fond, c'est en fait, c'est un genre de jeu que j'ai du mal à jouer en fait correctement parce que trop de bluff, trop confrontatif pour moi, et j'ai le cardio qui monte sur la moindre action que je fais. J'ai l'impression d'être soit très mauvais en me disant c'est pas la bonne action qu'il fallait faire, soit d'être tabassé par les autres à la moindre action qui arrive contre moi. Et du coup, j'ai l'impression d'être mauvais à ce genre de jeu. Cependant, la dimension, donc tout ce qui est dimension bluff, j'ai un mal fou à le gérer correctement, et Alex en joue, a très bien joué ce coup-ci à chaque fois en me faisant prendre tous ses bluffs et en me prenant tout dans la gueule, mais de la très bonne façon, quoi. Je peux que te féliciter là-dessus. Et de l'autre côté, je rejoins sur ce que tu disais sur le côté échange d'informations et qui est réglé par le jeu, dans le sens il y a une règle qui spécifie ça. Moi, j'adore aussi ce genre de truc parce qu'effectivement, contrairement aux jeux de trahison ou je pense à Game of Thrones qui est un trait dans le style, il n'y a rien qui va régler ce genre de choses, et du coup, au contraire, qui est très contraignant dans les règles. C'est-à-dire que tu peux pas trahir comme tu veux, tu peux pas laisser d'informations comme tu veux aux gens, c'est pas vraiment géré. Et là, comme c'est très ouvert, effectivement, comme tu le disais, moi j'adore cette fonction dans le jeu. Je regrette le jeu. Pour moi, le jeu manquait là un tour de jeu, mais on arrivait aux 10 points de victoire. Enfin, Alex arrivait à plus de 10 points de victoire, donc ça arrive exactement comme il faut. Mais moi, je manque un tour de jeu pour pouvoir commencer vraiment à avoir l'impression à jouer correctement. Sur les cartes dont tu parlais, Alex, sur le plateau,
j'ai eu un peu la même sensation que toi, mais je me demande du coup si c'est le fortuit, enfin la chance du fait que on n'a pas les bonnes cartes qui tombent au moment. Parce que toi, Mika, j'ai l'impression que ça t'a arrangé à chaque tour en fait. Chaque carte qui est tombée était bonne pour toi. Après, il est allé chercher des alliances. Hein, voilà, c'est ça. Le truc, c'est qu'il y a des moyens de rendre toutes les cartes intéressantes en allant chercher. Il y a notamment un quartier qui alimente, qui rendent certaines cartes intéressantes qui ne sont pas forcément de base. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Du coup, t'es allé chercher ça pour pouvoir les chercher. Donc, du coup, t'as ça. Mais moi, toutes les cartes qui tombaient m'intéressaient à peu près en fait. Donc, j'étais un peu sur le truc de. C'est la seule chose qui me gênait, c'est que je pouvais pas prendre les quartiers parce que j'avais pas les bons. Enfin, j'étais trop stressé pour aller me poser quelque part. Donc voilà. J'aime beaucoup du coup cette alliance, sans jeu de mots, bluff, pose de. En fait, la sensation que j'adore, mais que j'ai du mal à gérer, c'est aller se poser et poser une pile de pions quelque part pour dire voilà, je vais aller chercher ce truc, ce qui est à la fois une manifestation de je fais ce que je veux, je me pose là, et une manifestation de venez me chercher les gars quoi. Si vous voulez. Ouais, et en fait cette sensation, moi j'ai du mal à la gérer, mais je la trouve tellement cool parce que quand tu joues bien ton coup et que tu fais tomber l'autre dans ton piège comme tu me l'as fait Alex, ou que tu arrives à gérer le truc de putain je suis passé à travers les gouttes et je gagne, la sensation elle est ouf. Et t'as un peu tu parlais de poker un peu en off tout à l'heure avec un ami à toi, clairement cette sensation de poker elle est cool quoi, c'est vraiment je prends un risque, ça marche, c'est trop bien. Mais tu peux aussi avoir cette sensation cette dynamique de jeu de poser un tout petit peu un peu partout pour inonder un peu le jeu et dire bon bah j'en perds un, c'est pas grave, j'en ai d'autres ailleurs en fait. Et du coup cette mixité je la trouve super agréable, et cette sensation de poser, moi je la trouve très cool. Je sais pas la gérer, donc je prends pas énormément de plaisir là-dedans, mais je la trouve cool quand je vous vois y jouer. J'étais en mode putain j'aimerais bien gérer aussi bien que ça quoi, tu vois, dans l'idée quoi. Et du coup un truc fou que t'as fait en première manche et que je me suis bien inspiré de toi par la suite, c'est ta tempo. T'as juste temporisé. T'as fait tes petites actions, après t'as dit bah j'attends que vous vous posiez, après j'arrive. Et ça en vrai, au début je suis partie toute seule avec Mickaël en mode oui bah, on va prendre nos petits quartiers. Et sur ça a été que sur la première manche, et sur les restes j'ai fait comme toi. Donc en fait je pense que les deux manips peuvent payer. D'autant plus avec ma faction qui me permettait d'aller me poser même si le quartier était complet. Donc je pense qu'il y a des prédispositions qui te permettent de faciliter ça. Mais vraiment, t'as une manière de jouer. Ça c'est un peu je pense que c'est un peu ma faute des anciennes parties que j'ai jouées. Alors effectivement après t'as tempo et ça marchait très bien parce qu'à chaque fois que je jouais j'étais en mode je sais pas quoi faire, je suis obligé de me poser en premier quoi. Mais c'est que les anciennes parties les anciennes parties dont j'ai le souvenir, c'est espionnage, assassinat, c'était ultra fort. Et du coup tu voulais pas te poser trop en premier parce que les autres allaient venir t'assassiner, et du coup je voulais temporiser ça. Alors qu'en vrai là c'était peut-être pas le cœur du jeu pour tout le monde de le faire. Et du coup, je pense que les parties peuvent être un peu modifiées donc, suivant les factions qui sont à la table et ainsi de suite. Est-ce que c'est sanglant dans le sens où on va bourriner les piles de mise pour essayer de les assassiner au fur et à mesure, ou est-ce que finalement ça va être un autre type de jeu? Et je pense qu'il y a un peu une mixité là-dedans. Tu me confirmeras ou pas, Mika, dans l'idée, mais. Et du coup, c'est ce qui m'a fait tempo dès le début, en mode j'ai pas envie de me poser, je vais me faire assassiner tour 1, j'ai pas envie de subir cette sensation. Et c'est ce qui a fait tempo et qui a peut-être donné du coup cette temporisation pendant tout le jeu en fait. Ouais, voilà. Mais en fait, t'as complètement raison. Je pense que ça dépend aussi des factions qui sont autour de la table et ça peut jouer ultra différemment. Mais en fait, c'est Mickaël qui peut nous répondre, je pense. Non, bien sûr. De toute façon, c'est une alchimie entre les factions utilisées. L'intérêt des quartiers va changer. L'intérêt d'aller sur tel ou tel quartier pour tel ou tel joueur, ça va changer. Les cartes qui sortent guident les cartes quartiers qui sortent guident un peu le jeu, mais c'est surtout l'ordre dans lequel tu joues les cartes factions qui guident le jeu. Par exemple, Zéphiriel, le syndicat, pour en revenir vraiment à la base de la base, c'est une faction qui permet de prendre des quartiers grâce à la masse de pions. Et les pouvoirs que tu débloques, effectivement, ils donnent l'impression de donner plus d'avantages aux autres joueurs qu'à toi, mais chaque carte que tu donnes va inciter les autres à prendre des cartes adhésion du syndicat qui te donnent des pions de plus au début de chaque tour. Et la carte que tu n'avais pas posée, celle qui multiplie par 2 l'effet de ces pions adhésion. Ce qui veut dire que avec exactement cette carte-là posée plus tôt dans la partie, tu te retrouvais avec une dizaine de pions citoyens. Et les citoyens, pour toi, comptent comme des pions émissaires. Alors,
pour répondre, oui, bah, de toute façon, voilà, c'est effectivement en gros, l'alchimie entre les factions utilisées, les cartes qui sortent et les intentions de jeu, l'ordre dans lequel les cartes des factions sont jouées, ça change complètement la partie et l'intérêt d'aller chercher tel ou tel quartier. Pour répondre tout à l'heure à la question sur les autres, Alex, donc les autres viennent se poser. À chaque tour, on va tirer des cartes. C'est les secteurs où les autres viennent se positionner. Et ils peuvent gagner des cartes. C'est-à-dire qu'ils ont des piles exactement comme les autres joueurs. Et quand on révèle un secteur, quand il y a des autres, ils sont révélés aussi. Et ils vont gagner les cartes s'ils ont plus d'émissaires que les autres joueurs. À tes souhaits. Et les cartes opportunités qui sont remportées par les autres rendent le quartier en question corrompu. Et tous les joueurs qui ont des objets, que ce soit des cartes ou des pions liés à ce secteur, perdent des points. Donc ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, tu es obligé de revenir sur les secteurs qui ont déjà été conquis et où il n'y a plus rien, plus pour gagner des trucs, mais pour affronter les autres qui viennent les corrompre. C'est ce qui rajoute effectivement de l'intérêt de retourner dans les endroits que tu as acquis, parce que tu as une sensation d'avoir posé le pied, d'avoir, en gros, d'être établi dans certains secteurs et de devoir après les défendre contre l'envahisseur, quoi. Et tu gagnes des points. Tu gagnes des points aussi contre les autres ou... Alors, il se joue exactement comme les autres joueurs, c'est-à-dire que si tu les assassines, bah, tu vas t'assassiner un émissaire autre, tu vas gagner des points. Si tu tombes sur un garde autre, bah, tu vas perdre des points. Et donc, il se joue comme n'importe quel autre joueur, avec les avantages que ça représente. Bon, je la fais courte sur les autres, mais en gros, c'est ça l'idée. Et petit à petit, ils vont pourrir le plateau. L'autre aspect, en fait, sur les parties sans les autres, des bonus, des quartiers qui deviennent de moins en moins intéressants, c'est que ça resserre le jeu. Au début, le jeu est une proposition entière. En fait, chaque joueur va pouvoir aller piocher un peu ce qu'il veut pour orienter sa stratégie globale. Mais une fois que ces orientations sont prises, on en revient à un jeu qui est centré sur les cartes qui sont tirées. Donc ça force à la concentration et à la confrontation. C'était un peu l'idée dans le gameplay, c'était au début, chacun va dans son coin faire son moteur. Une fois que les moteurs sont créés, allez vous battre avec. C'était ça l'idée en fait derrière ce phénomène d'attrition. Et ça a été est-ce que ça a été motivé aussi par le fait de jouer à deux, de rendre ça... Alors, ça marche particulièrement bien à deux, parce que du coup ça rajoute un troisième joueur virtuel qui force des alliances dans des situations où normalement il n'y en a pas. Mais à 3 ou 4 joueurs, ça crée un phénomène de... En gros, si les autres atteignent un certain point, ils gagnent la partie. Ce qui veut dire que tout le monde perd. Ça veut dire qu'un joueur dans la situation de Zéphaniel, où il sentait qu'il avait l'impression de ne plus pouvoir gagner, il peut décider de succomber à la noirceur et de faire gagner les autres pour que personne ne gagne la partie. Et donc, et donc le but des autres dans cette configuration 2, 3, 4, c'est que jusqu'à quel point tu vas pas commencer à bout d'un moment à jouer avec les autres pour empêcher que quelqu'un d'autre ne gagne. Mais c'est genre ça. Full anti-jeu en fait, parce qu'on gagne même pas en faisant ça. Exactement, c'est que tu veux pas être tout seul à partir. Ce que tu reproches dans les autres jeux de dire le dernier joueur qui fait de la merde tout le temps ou fait killmaker, là c'est vraiment l'enchaînement de personne va gagner les gars, on va tous perdre, d'accord vous m'aidez pas, on va tous perdre. Embarquer avec moi. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est grave marrant, vraiment. Ok, bon bah merci en tout cas. Merci à vous. Cet aperçu des autres. C'était cool. Effectivement, est-ce qu'on a fait le tour ? Oui, on a fait le tour. Moi ça a répondu à pas mal de mes questions. Mika, est-ce que tu peux nous rappeler les dates de financement participatif? Si tu les as en tête, ce serait bien. À partir du 21 mai sur GameFound. Jusqu'au 20 juin, je crois. D'accord, pour un mois entier du coup sur GameFound. On mettra bien sûr les liens dans l'épisode où vous pouvez regarder tout ça et bien sûr aller financer. Du coup, effectivement, est-ce que tu peux nous refaire une fiche Wikipédia du jeu? Donc, éditeur, auteur, illustrateur, hein, s'il y en a bien sûr, j'imagine bien. Nombre de joueurs et temps de partie. Alors, donc édition 7 messes, auteur... moi plus après dans le développement Mathieu, Jocelyn, Elwin, Cédric, Mika, Fab. Ils se reconnaîtront quoi. Ils se reconnaîtront. C'est l'école des fans quoi. Non mais de toute façon effectivement on est une équipe, les noms figurant sur le GameFound.
En termes d'illustration, on a la chance d'avoir le panel d'illustration sur Nock avec des illustrateurs incroyables. Donc Cédric Chaillol, Pascal Kido, William Bonotal, Johan Baudin, Tariq Boussekine. Et là, donc, tout le design qu'on a sous les yeux, ça a été composé par un fou furieux qui a rejoint notre équipe, qui s'appelle Thomas Pugeli, qui est auteur notamment de ces écrans du plateau, de tous les pions, et qui est, maintenant le père adoptif de Dictat. En tout cas, c'est lui qui a donné ses yeux, quoi. Ok, d'accord. Partie 1 heure et demie, voilà, on a mis un peu moins, 3 joueurs, et 2 à 5 joueurs. Ok, très bien. Est-ce qu'on a oublié un truc? Je ne crois pas. Non, là on est bon. Je te remercie, Alex. Bien, écoute, merci à toi d'être venu, d'avoir fait déplacement. Carrément. On rappelle que les photos que vous allez voir sont du proto pur et dur. Hein. On est vraiment que sur. C'est pas du tout le matériel final. Donc, allez regarder sur la page GameFound pour regarder à quoi va ressembler le jeu dans sa version finale. Tu reviens comme tu veux. C'est adorable. Comme tu veux et quand tu veux d'ailleurs. C'est un peu la même chose, Les deux. je me suis dit. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, les vacances sont finies, on va se voir beaucoup plus. Allez. Fin de transmission.